Nous allons parler aujourd'hui des bonnes pratiques de la gestion des non-conformités. Donc, c'est un webinaire, c'est la première fois que nous le faisons. C'est un webinaire que je vais avoir la chance d'animer en compagnie d'Olivier. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Jean-Charles Manet, je suis consultant senior en management par le processus et amélioration continue chez Pixfor, qui est un éditeur de logiciels qui édite des solutions logicielles pour traiter ces problématiques. Donc, j'accompagne nos clients dans la mise en place de ces démarches et je suis basé à Montréal. Et j'ai la chance ce matin d'être accompagné par Olivier. Je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis conseiller senior en qualité et amélioration continue depuis quelques années. Je suis ceinture noire Lean Six Sigma, auditeur principal ISO 9001 et coach et formateur. Puis dans une vie antérieure, j'étais également, directeur qualité et amélioration continue dans le domaine de l'aéronautique. Tout à fait. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui. Donc, nous allons faire la présentation conjointement. N'hésitez pas, il y a un module de questions et réponses dans Zoom. Vous pouvez utiliser pour poser vos questions. On y répondra principalement à la fin. Alors, c'est parti. Donc, le plan de la présentation d'aujourd'hui, on va d'abord revenir sur qu'est-ce qu'une non-conformité. Qu'est-ce qu'on appelle une non-conformité et comment les détecter. Donc, ce sera le premier chapitre. Le deuxième, ce sera sur le traitement de ces non-conformités, pourquoi et comment les traiter. Et on finira par un chapitre sur la digitalisation. Vous savez que beaucoup de compagnies, de personnes se posent cette question-là, comment je pourrais digitaliser cette démarche de gestion des non-conformités, et on vous donnera quelques conseils pour les mettre en place. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une non-conformité et comment la détecter? On a commencé par faire un petit tour dans l'actualité et on se rend compte que finalement, les non-conformités sont constamment au cœur de l'actualité. On le voit, on vous a mis quelques exemples. Par exemple, ici, dans le Tarn, une préfecture a fermé un abattoir pour des non-conformités sur les mesures d'hygiène. On voit aussi, on parle aussi beaucoup des non-conformités dans le cadre de la réalisation des contrats. Donc là, c'est un viaduc sur la route 255. Et donc, le contrat n'a pas pu se dérouler dans le bon terme, le planning n'a pas pu les respecter parce qu'il y a eu des non-conformités dans la réalisation du contrat. On voit aussi que la répression des fraudes, notamment en France, là, c'était sur les articles de puériculture, sur les articles pour bébés, identifier les non-conformités, donc retirer les produits du marché. Ça, c'est dans le domaine automobile. Donc, Alpine, qui est une marque française, son usine de Dieppe a été obligée de rappeler certains modèles pour des non-conformités venant d'un élément de la voiture produit par un fournisseur. Et on voit aussi des non-conformités de type fraude identifiées lors des audits. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'impact des non-conformités peut être énorme. Ça peut, dans le cas du Tarn, ça a complètement fermé l'abattoir. Si c'est un contrat, très probablement que les retards vont entraîner des pénalités. Si on doit rappeler une flotte de véhicules, vous imaginez les coûts que ça peut engendrer. Donc, ces non-conformités peuvent avoir des impacts qui sont très, très forts. Olivier, quelque chose à dire sur ces exemples de non-conformité? Je pense qu'on pourrait en rajouter de très nombreux dans tous les domaines. Je pense que ce soit même que j'ai pu voir moi-même une voiture qui sort d'un atelier de mécanique et l'auto tourne à droite et une roue continue tout droit parce qu'on a oublié de la raboulonner. Et donc, des exemples, on en vit tous, que ce soit les services, que ce soit les services de téléphonie ou autres, là, on en vit constamment. Trop souvent d'ailleurs. Tout à fait. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on appelle une non-conformité? C'est un terme qu'on entend souvent, et qu'est-ce que ça veut dire littéralement? En fait, les organisations, on le sait tous, sont soumises à un certain nombre d'exigences. Ces exigences, ils peuvent venir des normes et des réglementations qui sont applicables à l'organisation, aux produits. Ces exigences, elles peuvent être aussi amenées par les processus internes des organisations ou de n'importe quelle politique que l'organisation a décidé de s'appliquer à elle-même. Quand on regarde, si on pose une définition, je vais laisser Olivier redire quelle est finalement la vraie définition
d'une non-conformité, Olivier? Donc, je vais commencer par celle du bas qui est peut-être la plus succincte et la plus révélatrice. C'est une non-satisfaction d'une exigence par rapport aux 3 points soulevés précédemment. Mais j'aime bien celle du dessus qui est peut-être plus large. Donc, c'est une défaillance survenue dans un processus, un service ou un produit qui se retrouve ainsi non conforme aux normes et réglementations déterminées par le secteur concerné. Donc, c'est quelque chose qui était attendu et qui n'est pas comme dans les exemples cités dans une des pages précédentes pour les voitures ou au niveau des produits d'hygiène. Donc, on s'attendait à quelque chose et ce n'est pas conforme. Petite distinction cependant, une discussion que j'ai déjà eue avec un client il y a plusieurs années. Les non-conformités ne sont pas des problèmes qui surviennent en cours de conception d'un produit, par exemple. Un produit en cours de conception n'est pas encore finalisé. Les exigences viendront après. Donc, oui, des exigences de conception, mais les non-conformités, c'est une fois que le produit est conçu, prêt à être livré ou encore que le service est prêt à être utilisé par les clients. Alors, comment les présente-t-on? Comment présente-t-on les non-conformités? On se doute bien que pour bien maîtriser ces activités, il faut œuvrer à se prévenir de ces non-conformités qu'elles n'apparaissent pas. Donc, pour les prévenir ou alors faire en sorte qu'elles apparaissent le moins souvent possible, il y a un certain nombre de choses que n'importe quelle organisation met en place ou doit mettre en place. Olivier, je te laisse les citer. Oui, avec plaisir. Tout d'abord, comme tu le mentionnes, c'est bien de pouvoir les traiter, mais ça sera encore mieux d'éviter d'avoir à les traiter. Donc, pour éviter d'avoir à les traiter, c'est de mettre en place les bonnes pratiques pour les prévenir. Donc, d'abord, pour bien les prévenir, il faut avoir des processus qui sont bien définis. Et bien définis, c'est-à-dire qu'on couvre tous les éléments importants qui peuvent avoir un impact sur les exigences à rencontrer. Ensuite, des employés bien formés et informés. Informés, c'est-à-dire les tenir au courant des changements, les informer des exigences et autres, et bien informés sur le comment et le pourquoi des processus. Bon, avoir des bons processus, ça ne peut fonctionner qu'avec des employés qui sont motivés. Des employés qu'on laisse aller, on peut leur donner les plus beaux cahiers de charges, les plus belles procédures ou instructions ISO, qu'importe. Si les employés ne sont pas motivés, ils ne feront pas grand-chose avec ça. Ça, entre autres, que je pense aux tournées de plancher ou les marches Gemba ou les Gemba Walks, si on veut le dire en anglais. Je pense qu'aussi, il faut que les employés sentent qu'on s'intéresse à leur travail et qu'il est important. Ensuite, pour prévenir les non-conformités, il faut que les employés aient accès aux bons outils. Les outils incluant, bien entendu, les logiciels à jour, à date, et bien entendu, on s'entend qu'ils aient l'information pour les utiliser. Que ce soit même un simple tournevis, un multimètre, un oscilloscope ou n'importe quel appareil de mesure dans un laboratoire, il faut que les appareils soient adéquats et disponibles. Bon, je pourrais même rajouter qu'ils soient bien calibrés ou bien étalonnés. Et il y a bien d'autres choses qui peuvent être applicables dans le domaine de l'aéronautique ou automobile et bien entendu pharmaceutique. Ensuite, bien entendu, pour les prévenir, on s'attend à ce que les actions correctives antérieures aient été mises en place rapidement et aient été efficaces. L'idée, c'est, on verra dans la suite de la présentation, on veut éviter que les non-conformités reviennent. Et très souvent, ça va revenir parce qu'on a voulu aller un petit peu trop vite. Et finalement, dans un webinaire précédent, c'était discuter des risques. Si on connaît les risques, ils sont connus et bien entendu maîtrisés et on met en place les mesures de prévention, dans ce cas-là, on va réduire les risques de non-conformité. Donc, les 6 éléments présents, discutés ici sont mis en place et suivis avec une diligence minimale. Les risques d'avoir des non-conformités ne seront pas nuls, mais seront réduits de beaucoup. À toi, Jean-Charles. Alors, il y a une question aussi de la détection des non-conformités. Si on ne détecte pas les non-conformités, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, ça veut juste dire qu'on ne les détecte pas. Donc, les non-conformités, en fait, sont une donnée précieuse pour l'organisation, car résoudre les non-conformités, c'est un fort vecteur d'amélioration. Donc, il est très important pour une organisation de mettre en œuvre les moyens pour favoriser la détection et donc favoriser leur traitement et donc s'améliorer. Olivier, je vais te laisser lister les sources possibles de détection des non-conformités. Oui, effectivement, il y a plusieurs sources possibles. Bien entendu, il y a les audits internes à l'organisation, les audits de certification pour les autorités réglementaires ou les autorités normatives.
Les audits de processus vont éventuellement permettre de soulever des non-conformités, donc entre guillemets, des violations des exigences du processus. Les revues de risque, en faisant une revue de risque rigoureuse, on va identifier des points, des éléments améliorés ou même des points faibles dans les processus pour s'améliorer. Les ateliers de modélisation des processus, donc si on veut établir la cartographie d'un processus, invariablement, on va toujours trouver il y a des trous, des doublons ou des points qui ne sont pas clairs ou des boucles sans fin. Des tournées de plancher. Les tournées de plancher, c'est dans le but de motiver les employés, de se tenir au courant de ce qui se passe, d'offrir son aide. Il y a seulement l'occasion de découvrir des problèmes récurrents ou non récurrents, mais qu'il faut régler. Et ne pas sous-estimer les déclarations spontanées des employés. Être sûr d'être à l'écoute des employés pour tenir compte de leur avis. Puis je rajouterais, si tu permets, Jean-Charles, la détection, c'est important. Je vais peut-être déstabiliser certaines personnes, mais l'important, c'est peut-être pas le nombre de non-conformités qu'on génère, mais le temps qu'on prend à les traiter. L'important, le plus vite on les règle, le moins on en aura sur le moyen et le long terme. Alors, détecter les non-conformités, est-ce une bonne chose, Olivier? Les détecter, ben, d'abord, si on ne les détecte pas, éventuellement quelqu'un dans toute la chaîne de valeur va les trouver. Donc, si on serre mal un boulon, comme pour les roues de voiture, on les serre mal, éventuellement, les clients vont le découvrir. Si on ne fait pas les bons nettoyages dans le domaine des produits pharmaceutiques ou même dans l'alimentaire, éventuellement, on aura des clients qui vont être malades, ce qu'on ne veut pas. Donc, si on ne les détecte pas tôt, quelqu'un va quand même les réaliser un jour. Une non-conformité que personne ne détecte, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une non-conformité? Donc, il faut avoir des moyens de contrôle, que ce soit des tests, des essais, des inspections ou des audits. Il faut mettre en place des moyens appropriés à la nature du risque. Il faut bien entendu avoir des acteurs mobilisés sur l'objectif de s'améliorer. Détecter des non-conformités, ce n'est pas dans le but de jeter le blâme sur quelqu'un, jeter le blâme sur un processus. Le but, c'est de s'améliorer. Donc, il faut avoir un esprit d'ouverture. Il faut aussi avoir répondre positivement aux exigences de l'organisation. Une organisation a des exigences. Très souvent, c'est pour traduire les exigences du marché ou des clients. Donc, il faut être sûr qu'on les rencontre. Donc, il faut que les employés les comprennent et soient ouverts à les rencontrer. Ça ne sert à rien de livrer un produit ou de fournir une prestation de service si le client est insatisfait. Ça va revenir. À moins qu'on ait beaucoup faire travailler en double, mais c'est ce qu'on peut éviter. Et un réel désir de s'améliorer, c'est très important. Je pense que les non-conformités, encore une fois, ce n'est pas pour jeter du blâme, ce n'est pas pour comment dire, critiquer qui que ce soit, c'est pour identifier une opportunité de s'améliorer et d'éviter d'avoir des problèmes plus graves par après. Oui, tout à fait. Ce que je retiens, en fait, c'est que détecter les non-conformités, c'est bien, et les détecter le plus tôt possible, c'est mieux. En fait, Oui, le but, c'est de les détecter avant que les différents acteurs en subissent les conséquences, et c'est ça. notamment le client en bout de chaîne. Parfait. Bien entendu, on préfère les prévenir. Mais à partir du moment où on n'a pas réussi à mettre en place tout ce qu'on pouvait pour les prévenir, il faut les détecter le plus tôt, c'est le mieux. On dit toujours que plus c'est détecté tard, plus ça va coûter cher. Alors, on passe au deuxième chapitre, qui est pourquoi et comment traiter les non-conformités. Donc, pourquoi investir dans le traitement des non-conformités? Mais on dit, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais c'est un excellent moyen de faire entrer tous les acteurs de l'organisation dans une démarche d'amélioration continue. S'attaquer aux non-conformités, aux problèmes, et constituer des bons groupes de travail pour faire en sorte que ces problèmes n'arrivent plus, qu'on en ait le moins de conséquences possible, effectivement, c'est très mobilisateur. C'est aussi une façon de satisfaire les clients. Comme on le disait tout à l'heure, en bout de chaîne, c'est les clients qui peuvent subir les conséquences des non-conformités et bien sûr faire en sorte qu'ils n'arrivent pas ou alors les traiter pour qu'ils ne se reproduisent pas est une manière de les satisfaire. Ça permet aussi de réduire les coûts, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on les détecte tôt, moins ça coûte cher et ça augmente la productivité. Tu as des choses à ajouter, Olivier? Oui, un exemple récent, réduire les coûts. Je sais dans certains domaines, entre autres dans le domaine de la santé, des hôpitaux et autres, et c'est souvent la question de s'assurer la disponibilité des lits, disponibilité des soins, etc.
Donc, souvent aussi réduire les coûts, on peut voir ça au sens très large, c'est aussi augmenter la disponibilité du service. Ça peut être aussi d'en voir d'éviter le gaspillage. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre un peu partout dans le monde. Donc, je pense aussi que si on évite à traiter des produits ou des services 2 ou 3 fois, ben, on a besoin de moins de main-d'œuvre. Donc, c'est réduire les coûts, il faut voir ça au sens très large. Bien Et sûr, ça s'applique à tous les types d'organisations. exactement. Et donc, ça constitue vraiment une des missions de base quand on parle de mise en place d'un système de management de la qualité. C'est une des premières choses qu'on met en place. Absolument. De toute façon, ça, on se rappelle le défunt ISO 9002 ne faisait référence qu'à ça. Ça, c'est pour les anciens, donc les gens qui ont moins de cheveux. Alors, on s'est penché sur un exemple de procédure de traitement des non-conformités. C'est quelque chose on a un outil de modélisation des processus. Donc, on a fait notre petite procédure de gestion des non-conformités. Alors, dans cette procédure, finalement, on a mis 4 acteurs. L'auteur, celui qui perçoit le fait générateur et qui déclare la non-conformité. Donc, une fois que cette non-conformité est ouverte, elle est dans un statut en analyse où il y a le responsable de la non-conformité qui va réaliser le traitement. Donc, ce qu'il peut faire, c'est d'abord en prendre connaissance, assurer le contrôle, mettre sous quarantaine, si nécessaire, constituer le groupe de travail qui va travailler sur l'analyse de la non-conformité et analyser la non-conformité. Olivier, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces différentes étapes, notamment sur assurer le contrôle et mettre sous quarantaine? OK. Bon, d'abord, prendre connaissance rapidement, ben, c'est ce que tu mentionnais dans la page précédente, c'est la détection. Assurer le contrôle, ben, c'est d'abord l'enregistrer, connaître tous les éléments, donc la date, le produit ou le service, les personnes concernées, les symptômes, etc. Mettre sous quarantaine, bien entendu, ça s'applique uniquement quand il y a quelque chose de tangible. Ce n'est pas vraiment pour un service, à moins on fasse une interruption de service. Mais mettre sous quarantaine, c'est éviter que le secteur d'après, et ça peut inclure les clients, ne continue à souffrir de la non-conformité. Donc, on va mettre sous quarantaine, on va s'assurer que tout est sous contrôle, on va s'assurer qu'on maîtrise la situation, que les produits sont conformes avant de continuer les livraisons. Donc, ça, c'est un point important. Puis constituer un groupe de travail, ben, ça, c'est important. Gérer une non-conformité, ça ne se fait pas pour une personne toute seule dans son bureau ou à la maison de nos jours. Puis l'analyse, ça se fait aussi en équipe. De toute façon, je vais sûrement le mentionner, Jean-Charles, mais si on regarde les étapes qui sont là, on reprend la plupart des étapes d'un 8D classique en traitement de non-conformité. Oui, tout à fait. Et mettre sous quarantaine, on le voyait dans l'exemple précédent, dans l'exemple tout au début avec les voitures, les Alpines, Oui, là, c'est-à-dire que ça veut dire si on détecte une non-conformité sur un produit, on va faire en sorte de bloquer la production pour arrêter de continuer à livrer des voitures avec un problème qu'on devra rappeler plus tard. tout à fait. Ok, donc une fois qu'on a fait l'analyse, ce qu'on va faire, c'est souvent c'est le responsable de la non-conformité avec le groupe de travail, bien entendu, va construire finalement le plan d'action pour traiter la non-conformité. Ce plan d'action, une fois construit, il peut être approuvé par ce qu'on appelle l'approbateur du plan d'action. Ça, c'est souvent si le traitement de la non-conformité engendre des coûts importants et on a plusieurs scénarios pour la traiter. Et peut-être que le management peut être impliqué dans le fait de valider, le fait d'engager des dépenses pour traiter la non-conformité. Et dernièrement, donc une fois que le plan d'action est validé, toutes les actions vont être lancées et on va réaliser les actions et s'assurer que les actions sont réalisées et sont efficaces, c'est-à-dire qu'elles remplissent bien leur objectif de résoudre la non-conformité. Et à ce moment-là, la non-conformité pourra être considérée comme close. Quelques petits conseils quand vous mettez en place une procédure de traitement des non-conformités. Je pense que il y a quand même, je dirais, une bonne partie du travail qui est fait au moment du traitement, c'est-à-dire de bien contenir le problème, de bien regarder de quoi on parle pour en réduire les impacts. Et une deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est bien d'informer toutes les parties prenantes.
on le voyait tout à l'heure avec de la production, bien informer notamment les personnes qui arrivent en aval du processus qu'il y a cette non-conformité et des impacts potentiels qu'ils ont pu déjà constater sur des précédents produits, pour qu'ils puissent prendre en compte cela et mettre en place les plans d'action. La nécessité aussi de constituer le bon groupe de travail. Dans l'analyse des non-conformités, ce qui est intéressant, c'est de faire intervenir des experts qui pourront travailler sur l'analyse des causes racines, sur le moyen, les mesures correctives à mettre en place, éventuellement aussi du management pour prendre des décisions, les pilotes du processus, etc. Donc, constituer le groupe de travail le plus cohérent possible pour travailler sur cette non-conformité. Dans l'analyse aussi, on prendra une forte attention à déterminer les causes racines. Parce que les causes racines, on va travailler sur les causes racines pour s'assurer que c'est de traiter durablement. On encourage aussi nos clients à faire une évaluation de la criticité. Parce que malheureusement, les personnes qui travaillent sur les non-conformités, ce sont des ressources, et comme toutes les ressources, elles sont limitées. Donc, bien entendu, on traitera en priorité les non-conformités qui sont les plus critiques. Et un dernier conseil, c'est de ne pas clôturer la non-conformité tant que l'efficacité du plan d'action n'a pas été prouvée. On peut décider d'un plan d'action, puis finalement le mettre en place et se rendre compte qu'il n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas tous ses objectifs. Donc, cette dernière étape est selon nous importante. Olivier, est-ce que tu as d'autres conseils, des choses à rajouter? J'ai quelques petits commentaires. Excusez-moi. D'abord, je voudrais préciser que la modélisation que tu présentes, on s'entend que chaque organisation peut avoir la sienne. On peut avoir différents acteurs, donc donc chaque organisation va avoir la sienne. Quand j'étais dans le domaine aérospatial, on avait plus d'intervenants, plus d'étapes, mais ça, c'était adapté à notre situation à l'époque. Je vais aussi mentionner que dans les conseils qui sont mentionnés à droite, j'aimerais mettre l'emphase sur les deux derniers. Très souvent, quand un problème revient, c'est parce qu'on n'a pas vraiment été travaillé sur la cause racine. Pourquoi? Parce qu'en général, on est tous pressés de finir les choses. On va s'arrêter, si on fait 5 pourquoi, on va s'arrêter au deuxième ou au troisième. Et je suis certain que certains d'entre vous sont en train de sourire quand je dis ça, mais je l'ai très souvent vu. On ne veut pas aller très loin parce que ça prend trop de temps. Et deuxièmement, si on ne vérifie pas l'efficacité du plan d'action, qu'à garantir a-t-on que ça ne reviendra pas? Donc, ce sont des choses à bien considérer. Tout à fait. Alors, on continue. Donc, on a vu quelles étaient les non-conformités, le bénéfice de les détecter, comment on les traite. Maintenant, on va se poser la question de la digitalisation et de ses bénéfices. Quand on parle de digitalisation ou numérisation, c'est le fait d'utiliser des outils numériques pour traiter ces non-conformités. Alors, on s'est posé la question des enjeux des non-conformités. Donc, il y en a de nombreux, mais il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres. Le premier, c'est le manque de temps et de ressources. Et à partir du moment où on a impliqué tout le monde, que notre système de détection des non-conformités fonctionne bien, mais on risque d'en avoir un certain nombre. Et les personnes, les ressources capables de les traiter, capables d'être dans le groupe de travail dont je parlais précédemment, de traiter les bonnes causes racines, de mener les plans d'action, etc., ça prend du temps et des ressources. Et souvent, on en manque. Donc, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les organisations ont des défis dans le fait de faire une analyse globale et de mesurer l'amélioration globale apportée par le traitement de ces non-conformités. Ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup d'organisations, beaucoup de compagnies aujourd'hui traitent encore les non-conformités avec les fameux tableaux Excel. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle de document que les employés doivent télécharger quelque part, ils remplissent la description sommaire de leur non-conformité et ils l'envoient par courriel aux responsables qualité, aux responsables de production, que sais-je. Donc, bien sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace et c'est très, très fastidieux de consolider ces données, d'en traiter des tendances, de faire des reportings. Tout ça prend beaucoup de temps et beaucoup de tâches répétitives sans finalement beaucoup de valeur ajoutée. Donc, on va introduire beaucoup de gestion et c'est là-dessus que
la digitalisation peut apporter des bénéfices. Alors, quels sont ces bénéfices que la digitalisation peut apporter? La première chose, c'est un guichet unique numérique accessible partout et tout le temps. C'est-à-dire que fini le template de documents qu'on télécharge et qu'on remplit à la main, on peut avoir un site internet, un formulaire de déclaration d'événements. On va pouvoir télécharger une photo pour décrire le problème, qui parlera souvent beaucoup mieux qu'un texte. Et ça, c'est une première chose. Donc, ce guichet unique numérique va favoriser la détection du fait de son ergonomie, du fait qu'il est accessible, du fait que c'est simple. Euh, les solutions numériques aussi, avec leur système d'alerte, de notification, va permettre une meilleure réactivité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la non-conformité est détectée, elle va pouvoir être envoyée très rapidement sur le responsable de la non-conformité, qui va pouvoir monter les sens et prendre des mesures adaptées, telles qu'on a mentionné précédemment. Il y a une chose aussi, c'est les recherches facilitées. Est-ce que le problème est connu? C'est-à-dire, est-ce que la non-conformité qui vient d'être déclarée, elle est déjà connue de système? Est-ce que précédemment, elle avait été traitée? Quel traitement on avait mis en place? Est-ce que le traitement qu'on avait mis en place précédemment était vraiment efficace? Probablement que non. Qu'avions-nous décidé, etc. Donc, on garde un historique, on garde une mémoire qui va être très utile dans le traitement des non-conformités. Il y a aussi c'est une façon d'homogénéiser et de rendre le plus objectif possible le traitement des non-conformités. Olivier en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beau savoir comment on doit les traiter, par exemple avec les 5 pourquoi, mais le fait d'avoir un logiciel qui nous cadre, qui nous oblige quelque part à passer par certaines étapes, ça va permettre de traiter toutes les non-conformités de la même manière. Et ça, bien sûr, c'est bénéfique, ça permet un meilleur sérieux et une meilleure efficacité dans le traitement. Les solutions numériques aussi proposent un travail un peu plus collaboratif. C'est-à-dire quand on parlait de l'étape de constituer le groupe de travail, constituer le groupe de travail, si on n'a pas de solution, ça veut dire envoyer des emails avec 7-8 personnes, ça veut dire faire des meetings où on doit trouver un créneau où tout le monde peut se rencontrer. Alors c'est bien, hein, c'est pas le problème, mais de temps en temps, ça peut être complexe à faire. Et le faire de manière numérique, c'est plus simple et on peut le faire plus facilement, donc plus de réactivité. Il y a une question aussi, c'est de lier la non-conformité à son environnement. Donc, savoir quels sont les processus sur lesquels j'ai eu plus de non-conformité, comment je les ai traités, est-ce que du coup le processus dans sa globalité peut pas être amélioré pour que je puisse soit mieux détecter les non-conformités, soit faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Pareil pour les risques. Est-ce que, mais finalement, parce que les risques sont de temps en temps le risque qu'une non-conformité se reproduise. Donc, faire le lien entre tous ces éléments est aussi très bénéfique. Et des rapports automatisés, les solutions numériques permettent de faire des statistiques, des rapports beaucoup plus facilement que le fait de consolider des données dans un tableau. Donc, globalement, c'est ajouter de l'homogénéité, de l'objectivité et simplifier le traitement des non-conformités pour que finalement les professionnels de la qualité puissent se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'analyse des codes racines, le traitement des plans, la décision des plans d'action, etc. Olivier, est-ce que tu veux rajouter des choses sur ces bénéfices de la digitalisation? Ben, pour faire du pouce sur ce que j'ai mentionné précédemment, donc en automatisant, on peut aussi faire des analyses de l'ensemble des délais qu'on a pour fermer les actions, les non-conformités. Donc, on sait qu'en moyenne, on prend quelques heures, ce qui serait plutôt exceptionnel, à quelques jours, quelques semaines, même parfois quelques mois. Mais on peut voir dans le processus où est-ce que ça bloque. Est-ce que ça bloque plus dans certains secteurs de l'organisation que d'autres? Donc, je pense que, comme tu mentionnes, ça va faire de la valeur ajoutée, pouvoir automatiser. Certes, j'ai des clients chez qui sont en démarrage ou qui ont très, très, très peu d'activité. Ils peuvent travailler juste avec des documents Excel ou même Word, mais rapidement, en croissance, ça devient des documents qui peuvent se perdre ou autres. Donc, même pour une petite organisation, comme j'ai un client qui est en démarrage, qui ont tout mis, eux, directement sur SharePoint.
c'est une alternative, mais je pense qu'éventuellement, ils vont être obligés de migrer vers autre chose aussi, au fur et à mesure qu'ils vont commencer à livrer des produits et des services. Alors, nos conseils pour déployer une solution qui permet de digitaliser, de numériser le traitement des non-conformités. Euh, donc, vous allez déployer une solution. Donc, vous allez déployer très probablement un nouvel outil. Il faut bien expliquer à l'ensemble des acteurs les bénéfices attendus. Pourquoi je déploie cet outil? Donc, ça revient finalement à la slide d'avant. Pourquoi on utilise un outil pour gérer les non-conformités? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et ça, il faut le partager avec le plus grand nombre pour que ce soit bien compris et que cet outil soit utilisé. Deuxièmement, il va falloir définir le plus clairement possible quelles sont les responsabilités des différents acteurs dans le traitement des non-conformités. On l'a vu tout à l'heure avec la procédure, on a vu qu'il y avait des personnes qui déclaraient les non-conformités, qui les traitaient, qui approuvaient les plans d'action, puis qui réalisaient les actions. Mais tout ça, il va falloir dire, OK, dans ma compagnie, dans mon organisation, qui peut déclarer des non-conformités? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est une partie? Qui va être responsable du traitement? Qui va finalement traiter les non-conformités? Est-ce que c'est le pilote de processus? Est-ce que c'est les responsables de service? Et en fonction de quoi on envoie vers une personne ou vers une autre? Qui valide les traitements? C'est-à-dire qui valide les plans d'action mis en place? Est-ce qu'on met des limites? Est-ce que quand le traitement dépasse un certain montant d'investissement, dans ce cas-là, on demande une validation, etc. Toutes les règles de gestion, finalement. Troisième chose, et c'est très important, définir quelle est la portée du projet. Moi, j'ai formé des gens à l'utilisation de Pix4 Improver, qui est notre module de gestion des non-conformités. Et de temps en temps, les personnes en interne ne savaient pas quelle était la portée. Par exemple, est-ce que les non-conformités clients, les non-conformités produits détectés par les clients, est-ce qu'on va l'enregistrer dans ce système-là? Ou est-ce qu'il y a un autre système pour les déclarations clients, etc. Quel type de non-conformités sont gérées par le système? Quelles sont les activités et services concernés? Donc, bien détourer tout ça avant de mettre en place le projet. Quatrièmement, et c'est un point très important aussi, alerter sur le fait que les non-conformités, on va essayer de les traiter par ordre de criticité. C'est-à-dire, vous allez encourager des gens à détecter les non-conformités et les loguer dans un système. C'est très bien. Et la chose, c'est que ça peut générer un gros volume de non-conformités. Il faut faire attention à ne pas démotiver les gens dans cette détection des non-conformités. Donc, s'ils voient qu'une non-conformité qu'ils ont détectée n'est pas traitée ou alors traitée dans longtemps, ça peut les démotiver. Donc, il faut tout simplement leur expliquer que certes, c'est une non-conformité, qu'elle a été considérée comme mineure, qu'on est en train de traiter des non-conformités jugées plus critiques. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait n'est pas important pour l'organisation, n'est pas important dans le cadre de l'amélioration continue. Et cinquièmement, comme tout, on a lancé un projet en expliquant les bénéfices qu'on attendait, mais il faut réaliser des rapports réguliers et montrer qu'on a bien les bénéfices qu'on attendait. Donc, montrer des rapports réguliers, montrer les non-conformités qui ont été générées, comme le disait Olivier, montrer ceux qui sont toujours en traitement, montrer en règle générale combien de temps on met pour les traiter, où ça bloque, où sont les goulots d'étranglement, etc. Et partager ces rapports le plus largement possible pour vraiment continuer à faire que tout le monde se sente acteur de l'amélioration continue et du traitement de ces non-conformités. Olivier, as-tu d'autres conseils basés sur ton expérience du déploiement de solutions pour la gestion des non-conformités? Je pense que les conseils de base sont tous là. La seule chose ici, il faudrait le conseil que je leur ai donné, c'est de s'assurer que la solution choisie soit la plus simple possible. Ça ne sert à rien de prendre des systèmes trop complexes. Il faut que entrer les données se fassent en un claquement de doigts. Et aussi, les rapports réguliers, les rapports, il faut garder les rapports le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on va vraiment aller chercher? Si vous noyez les gens sous une multitude de statistiques, éventuellement, les gens ne les regarderont plus. Donc, mon conseil, dans le fond, c'est de garder, d'avoir toujours en tête la simplicité. C'est d'ailleurs un des avantages de la numérisation, c'est de permettre de simplifier les choses. Oui, tout à fait. Ça me fait penser quelque chose sur la simplicité de la solution utilisée.
Euh, ça arrive souvent, dans la majeure partie des cas, quand on vient implanter une solution de gestion des non-conformités, on vient remplacer des tableaux Excel. Excusez-moi. Euh, la grande force d'un tableau Excel, c'est que chacun peut faire son propre tableau Excel. C'est très facile de rajouter une colonne, c'est très facile de tout customiser finalement. Et quand on va choisir une solution, mais la plupart du temps, les clients viennent avec leur tableau Excel et disent je veux ça, mais de manière numérisée. Ce n'est pas toujours possible. Et de temps en temps, finalement, on va décider de ne pas aller vers quelque chose de numérisé qui va apporter plein de bénéfices. Et on va bloquer ça juste pour quelques petites choses qu'on faisait avec son tableau Excel et qu'on ne pourra pas faire. Mais finalement, la perte de cette petite chose vient empêcher d'avoir de grands bénéfices. Donc, essayez de rester souple et même une solution simple, mais collaborative, réactive, etc., vous apportera beaucoup plus de bénéfices que vos tableaux Excel. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Alors, il y a le module de questions et réponses. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à poser vos questions. On va regarder les premières dans un premier temps. On va commencer à y répondre. En J'ai vu qu'il y attendant, en avait, Oui, il y en a aussi Olivier. j'ai vu qu'il y en avait également dans le chat. Donc, il y en a aux deux endroits. D'accord. On va essayer de regarder tout ça. Euh, alors, il y a Madja qui nous pose la question, comment garantir l'efficacité du plan d'action? Oui, je l'avais vu, cette Olivier. question. C'est une excellente question. Dans le fond, euh, je vais donner un exemple pour commencer. Si l'action qu'on décide de prendre pour éviter que la non-conformité se répète, c'est de fournir un Poka-yoke ou un détrompeur. Au besoin, je vais l'expliquer un peu plus. Donc, si on fournit un outil pour empêcher que l'erreur ne se produise, bien, vérifier l'efficacité d'abord, c'est voir est-ce que ça a été mis en place, ça c'est un aspect, mais voir est-ce que la non-conformité peut se produire quand même. Donc, on s'entend, on peut se dire, on peut vérifier pendant une semaine, 3 semaines, 3 mois pour s'assurer que le problème revient ou pas. Donc, c'est de se donner la chance de vérifier est-ce que le problème revient encore. On dirait que la non-conformité va peut-être se répéter, mais je vous rappelle que certaines non-conformités peuvent ne pas être détectées. Donc, c'est vraiment d'aller voir de façon très précise est-ce que le problème, est-ce que la non-conformité s'est répétée. Pas juste est-ce qu'elle peut encore se répéter, est-ce qu'elle s'est répétée. Donc, si on a vraiment fait de l'analyse de cause-racine, j'ai une autre question sur la cause-racine, j'ai pu voir. Si on fait vraiment fait l'analyse à cause-racine ou peut-être qu'on essaie mieux le terme que la cause fondamentale, si on a vraiment trouvé ça, puis on va vraiment trouver une solution pour éradiquer cela, donc en théorie, ça ne va pas se produire. Mais ça, il y a toujours un élément de doute. L'élément de doute doit être validé dans le temps. Donc ça peut pas, ça peut se faire lors d'un prochain audit, ça peut être fait lors d'une prochaine évaluation, qu'importe, mais il faut vraiment vérifier est-ce que contractuellement la non-conformité s'est reproduit ou pas. J'espère que ça répond à la question. Je vais peut-être en profiter pendant que je suis là. C'est quoi une cause racine? La cause racine ou cause fondamentale, c'est, d'ailleurs, quand je donne des cours à l'université, j'aime bien dire, en fond, c'est la cause qui vraiment fait que si on l'éradique, ça ne se reproduira pas. Moi, j'aime bien donner l'exemple, par exemple, les causes racines, ça donnait un cours sur les actions correctives, mais quand on veut enlever des mauvaises herbes dans nos jardins, sur nos pelouses ou autres, si on fait juste tirer sur la plante, la mauvaise herbe disparaît. 2 semaines plus tard, il faut recommencer parce qu'il restera toujours les petites graines dans le fond du trou. Donc, la cause racine, c'est on enlève on enlève toute la mauvaise herbe. J'espère avoir répondu à cette question-là. Alors, Charles, je te laisse Oui, tout à continuer pour fait. la liste. Oui. Quel outil doit-on utiliser pour traiter les non-conformités avant le client? Exemple QRQC, carte de contrôle. Ben, les cartes de contrôle, en théorie, c'est un outil. Les cartes de contrôle, on parle ici, j'imagine, des cartes de contrôle statistiques. Ce sont des outils de prévention pour détecter les tendances et détecter les points en dehors de certaines limites du processus avant qu'elles ne provoquent une non-conformité. Donc ça, les cartes de contrôle, c'est un moyen de le faire. Et aussi, toujours faire l'inspection avant de livrer au client. On peut livrer l'emballage, on s'assurer que sur la palette, est-ce qu'on a mis des instructions? Est-ce que la palette est bien emballée pour éviter que ce soit étanche si ça doit être étanche? Est-ce qu'il y a de protection contre
La température, est-ce qu'on a une protection pour la chaîne du froid si c'est l'alimentaire? Donc, c'est faire de l'inspection. Ou encore, c'est dans le domaine manufacturier, souvent, ce sont des inspections à différentes étapes du processus pour éviter de détecter le problème plus tard, alors qu'il faudrait peut-être tout démonter. Très bien. Autre question, comment peut-on lutter contre la tendance à justement complexifier plutôt que simplifier? Je suppose dans le process de traitement des non-conformités. Ça, c'est une excellente question et j'avoue qu'elle m'embête un petit peu. La tendance à complexifier, euh, on peut peut-être revenir un peu au principe du lean avec les sources de gaspillage. On peut se demander, est-ce que tout ce qu'on fait, il faut se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vais dévier un petit peu. J'avais une rencontre avec des gens il y a 2 semaines et ils parlaient, entre autres, c'est le processus de recrutement. Vous direz, c'est quoi le parallèle? Vous allez peut-être comprendre. Ils me disaient que le processus de recrutement elle prenait trop de temps, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On veut remplacer la main-d'œuvre rapidement. Mais ils disaient que dans le processus, un des délais, c'était qu'il fallait faire passer des tests aux candidats. Moi, j'ai lancé un pavé dans la mare. J'ai dit, oui, mais c'est des tests. Est-ce qu'ils servent vraiment à quelque chose? Donc, j'ai très bien compris qu'il n'y a aucun candidat n'a été rejeté à cause de ces fameux tests d'aptitude ou des tests psychométriques. Donc, c'est peut-être une étape qu'on peut juste faire disparaître. Bien entendu, si toutes les personnes veulent bien s'impliquer. Donc, pour éviter de complexifier, moi, je regarderai le processus qui est traité. Je regarderai toutes les informations. Puis, si on ne les utilise pas, ça devrait disparaître. Donc, c'est plus une analyse de gaspillage du processus qui est suivi. Et si un formulaire comporte 20 champs à compléter, se questionner, est-ce que les 20 champs à compléter, sont-ils tous nécessaires? Pour choisir une non-conformité parmi plusieurs, avec le groupe de travail, une AMDEC serait-ce la méthode adaptée? Euh, oui et non. Encore une fois, ici, l'AMDEC, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'analyse des modes de défaillance de effet et criticité, aussi appelé en anglais le FMEA. Donc, l'AMDEC, c'est un outil pourquoi je dis non? C'est parce que c'est d'abord surtout un outil de prévention, parce qu'on va analyser les risques potentiels et trouver des moyens de les mitiger. Par contre, ça peut être oui, dans le sens que si on a déjà un MTech, on peut très bien revoir ben, qu'est-ce qu'on a oublié. Est-ce qu'on a mal considéré une certaine fréquence, mal considéré les impacts d'une non-conformité? Donc, oui, on peut revoir l'INDEC. Et, bien entendu, c'est quand même une bonne chose d'utiliser l'INDEC pour évaluer nos différents risques. On a différentes non-conformités. On peut utiliser l'AMDEC. Puis l'AMDEC va regarder c'est quoi la gravité de la non-conformité. Par exemple, si c'est un risque pour la santé et la sécurité des humains, c'est une gravité la plus élevée. Si c'est juste un petit défaut, le client n'est pas tout à fait satisfait, c'est beaucoup moins grave, on s'entend. La fréquence à laquelle la cause peut se produire, quelque chose qui va se produire fréquemment devient plus important. Par exemple, ça peut aussi la fréquence si c'est un produit ou un service qu'on fournit plus souvent. Donc, la fréquence est là. Et finalement, de voir c'est quoi les moyens de détection que nous avons. Est-ce qu'on n'a aucun moyen de détection, donc la criticité devient très élevée? On a un moyen de détection parfait, mais dans ce cas-là, la criticité devient beaucoup plus faible. Donc, ça, je vais donner pour le cours Mais, sur l'INDEC en 30 secondes. Là. mais tu as commencé à répondre à la question suivante qui est comment finalement définir l'ordre de criticité des non-conformités? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Ben, l'ordre de criticité, je pense que, comme je, en fond, je reprends les 3 éléments d'évaluation de l'INDEC. D'abord, la gravité potentielle. OK? Est-ce que c'est un dommage ou un risque critique majeur ou mineur? Ça, souvent, c'est dans le domaine de la qualité, on définit les non-conformités comme ça. Donc, tout ce qui est majeur va affecter la santé et la sécurité des humains. Donc, si on ne fournit pas le service adéquatement, par exemple, dans le domaine alimentaire, est-ce qu'il y a un risque de contamination des aliments? Est-ce qu'on ne met pas le bon dosage dans un médicament? Est-ce qu'on oublie de serrer un boulon après avoir fait une réparation automobile? Là, ça devient sans doute quelque chose de très grave. Ou ça peut être majeur, c'est que l'auto, le produit ou le service ne fonctionnera pas adéquatement. Ça peut être un fournisseur de téléphonie et 15 minutes par jour, on perd le réseau. Est-ce que c'est majeur ou mineur? Et tout ça, c'est défini par rapport à la perception du client.
Et si c'est mineur, ben, je dirais, écoutez, si vous achetez une automobile, il y a une petite égratignure dans le bas d'une portière et ça prend un microscope pour la voir. Éventuellement, la roue, il va embarquer, va se mêler à ça, mais on peut dire que c'est mineur. Donc, moi, je dirais que la gravité de l'inconformité, puis on rajoute à ça la fréquence. Quelque chose de très grave qui n'arrive pas souvent, mais demeure grave quand même. Quelque chose qui est mineur et qui arrive peu souvent, peut-être que c'est quelque chose qu'on traitera, ben, pas quelque chose, c'est souvent quelque chose à traiter en dernier. Donc, les critères de l'AMDEC, par exemple, peuvent être considérés ici. Aussi, les matrices 5x5, ben, il y a bien d'autres outils à considérer. Puis peut-être je pourrais référer les gens au webinaire sur la gestion des risques qui a lieu il y a quelques semaines. Tout à fait. Donc, oui, oui, c'est exactement la même que l'évaluation des risques. Donc, gravité, on parle de gravité et de vraisemblance dans le système de gestion de risque. C'est exactement ça. Autre question, comment peut-on évaluer le process de contrôle des non-conformités? Quels seront les critères sur lesquels nous devons nous appuyer pour cette évaluation? Peux-tu recommencer le début de la question? Parce que Comment peut-on évaluer, je suppose, évaluer la performance du processus de contrôle des non-conformités? la performance. Mais moi, je pense que la meilleure performance, il y a deux critères à considérer. Un, c'est le fait que la non-conformité ne revient pas. Et aussi, je sais que c'est la troisième fois que j'en parle, mais j'insiste, puis dans mon expérience, c'était très important, c'était le temps de traitement des non-conformités. Je pense que dire on veut réduire, j'ai déjà vu des gens qui avaient des projets d'immigration réduire le nombre de non-conformités. Si on veut être un peu cynique, on peut dire ben, il suffit de ne pas les rapporter. Ça, c'est la raison la plus facile. Mais d'un autre côté, si à partir du moment où elles sont enregistrées, dans le traité, on devrait avoir des délais maximum par gravité. Mettons, si c'est critique, on peut se donner 24 heures ou moins. Si c'est majeur, on peut se donner 2 jours. Si c'est mineur, peut-être une semaine de traitement, puis on fait le suivi de ça. Ça, c'est beaucoup plus important. Donc, ça, c'est une façon de suivre. Donc, le temps de traitement, ça démontre le sérieux de l'organisation. Et aussi de voir ben, combien de non-conformités ont réapparu. Le nombre de non-conformités en soi, c'est juste une mesure d'activité. Ce n'est pas une mesure de performance. Très bien. Alors après, il y a des choses un petit peu plus particulières. Comment prévenir des risques de non-conformité au niveau des laboratoires, notamment des risques chimiques et biologiques? OK. Au niveau des laboratoires, bon, comment les prévenir? Bon, les prévenir ou les traiter, mais disons que dans des laboratoires, on peut avoir des contaminations de solutions, on peut avoir des données erronées, on peut avoir des retards à fournir les données aux clients ou à l'interne. Donc, une conformité à ce niveau-là, ça se traite comme tout ce qu'on a discuté aujourd'hui s'applique à 100%, même pour les laboratoires. Donc, un laboratoire doit prendre des solutions témoins, des processus à suivre, etc. Donc, tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent être auditées ou testées. On peut avoir des équipements qui doivent être étalonnés régulièrement. Est-ce qu'ils le sont ou ne le sont pas? Il ne faudrait pas qu'une analyse soit invalidée parce que l'étalonnage est une semaine en retard. Ça c'est déjà vu et ça se voit encore de nos jours. Je n'ai pas bien répondu à la question, peut-être la reposer à la fin, puis je compléterai, ou peut-être être encore plus précis sur l'attente et je pourrai regarder ça après.